Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter ce travail du département de médecine générale de Caen, travail de thèse d'Agathe Trank qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et j'ai la lourde tâche d'avoir été son directeur de thèse et de vous faire la présentation aujourd'hui malgré mon manque de voix. Pourquoi on avait travaillé sur cette thématique qui est finalement un peu particulière de la pharmacovigilance en médecine générale, puisque finalement une espèce de lieu commun qui dit qu'il y a peu ou pas de surveillance après la mise sur le marché des médicaments, ou en tout cas une forme d'ambiguïté en se disant que s'ils ont été mis sur le marché, c'est qu'il y a une évaluation en amont, et finalement peut-être qu'on met un peu de côté ce point par la suite, que ce soit en médecine générale ou ailleurs d'ailleurs, parce que c'est une obligation réglementaire de tous les comment vous dire, de tous les prescripteurs, pardon, donc que ce soit les médecins, les dentistes, les sages-femmes, et les pharmaciens aussi puisqu'ils délivrent, et puis c'est plus optionnel pour notamment les infirmiers. Cette déclaration elle est importante. En médecine générale, il y a un effet indésirable rencontré qui est déclaré, sur 1 sur 25 000 rencontré qui est déclaré en pharmacovigilance. Et l'idée de ce travail était de voir comment on pouvait faire et surtout faire mieux, c'est-à-dire déclarer plus de cas pour mieux enrichir les bases et pour mieux décrire finalement les effets indésirables que nous pouvions nous rencontrer en médecine générale. Et donc c'est pour la raison pour laquelle on a mis en place une déclaration simplifiée de pharmacovigilance, où l'idée étant d'avoir seulement les items les plus utiles ou les plus pertinents pour finalement avoir l'outil le plus simple possible pour nous généralistes pour pouvoir déclarer, surtout pouvoir le faire en direct en consultation avec les patients en face de nous, avec finalement récupérer que quelques informations, le nom, en tout cas les coordonnées du médecin généraliste qui déclarait, l'identification du patient, son genre, son âge, le médicament consommé, les effets indésirables repérés. Et quand on parle d'effets indésirables repérés, on ne nous demande pas en tant que déclarant de faire le lien forcément de manière établie, mais bien d'avoir une suspicion de lien entre une symptomatologie, ce qui pourrait être éventuellement un effet indésirable, et puis la prise d'un traitement médicamenteux. Et puis on demandait aussi de récupérer les coordonnées de la pharmacie d'officine pour récupérer finalement les médicaments pris habituellement par le patient, et puis éventuellement des pièces jointes pouvaient être ajoutées. Je pense notamment à des photos s'il s'agissait d'une éruption cutanée ou des choses comme ça. Cette déclaration a été mise en place alors oui, je ne l'ai pas dit, c'est un travail d'équipe cette histoire, puisque c'est certes le département de médecine générale qui en était à l'initiative, mais c'est un travail qu'on a mené avec le centre régional de pharmacovigilance de Caen, Basse-Normandie pour le coup, et puis avec l'Union régionale des médecins libéraux Normandie, puisque cet outil il est hébergé sur le site de l'URML Normandie qui était partie prenante de ce projet. Cette déclaration, elle a débuté au 1er juin 2015. Nous avons fait une extraction de la base locale de pharmacovigilance finalement sur les 5 ans précédant la mise en place de l'outil pour voir finalement quels étaient les effets indésirables déclarés par les médecins généralistes de la subdivision, et puis les 5 années suivantes. Donc on a fait 2 périodes de déclaration, P1 avant la mise en place de la déclaration et le P2, la deuxième période, après introduction de la déclaration simplifiée. Et on a regardé plusieurs choses en termes d'évaluation finalement de l'outil, le nombre de déclarations mensuelles sur les 2 périodes, et puis sur le type de déclaration, est-ce que les critères de qualité ou la qualité, la pertinence de la déclaration étaient la même avant et après l'introduction de l'outil, et puis est-ce que la typologie des patients était différente ou non. Avant l'introduction de l'outil, il y avait eu seulement 198 déclarations réalisées en pharmacovigilance dans notre subdivision et 722 dans la période suivante, ce qui faisait à peu près 920 déclarations sur l'ensemble de la période considérée sur 10 ans. Quand on regarde finalement les 2 périodes, la première versus la deuxième, il y a quelques petites différences sur le nombre de médecins déclarants qui a clairement augmenté, sur l'âge des patients qui étaient des patients un peu plus âgés sur la deuxième période, et puis à l'inverse, la sévérité des cas qui étaient déclarés était moins importante sur la deuxième période avec l'introduction de la déclaration simplifiée. Quand on parle de sévérité, c'est la mise en jeu du pronostic vital, c'est l'hospitalisation, c'est le décès du patient dans ce qui est déclaré.
Et puis à l'inverse, évidemment, sur la première période, pas de déclaration simplifiée et 66%, enfin 2/3 finalement des déclarations sur la deuxième période correspondaient à l'outil simplifié. Et finalement, les déclarations habituelles qui étaient par le courriel ou par déclaration téléphonique avaient clairement diminué. Et c'était aussi une volonté d'utiliser l'outil pour au moins une raison, c'est-à-dire d'avoir qu'un seul contact pour le médecin généraliste déclarant, mais qu'il puisse avoir à déclarer finalement les choses assez pertinentes d'emblée et non pas à ce qu'on ait besoin de le recontacter par la suite. Quand on regarde d'une manière différente ici sur une espèce de avant-après sur les deux périodes, eh bien précédemment dans la première période il y avait 3,7 cas déclarés par mois versus 13 dans la deuxième période. Donc c'est deux schémas très complémentaires ici qui vous montrent que le nombre de déclarations a augmenté, ce qui est certes intéressant, mais il est aussi intéressant de regarder quelle est la qualité et la pertinence de ce qui est déclaré dans ces via l'outil simplifié en ligne. Alors là, j'étais un peu différent, et la sévérité est un peu plus faible, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la qualité, sur les critères qualité que nous avions utilisés, qui sont des critères très codifiés au niveau européen, l'Agence européenne du médicament, et bien finalement, si le nombre de déclarations augmentait, la qualité n'a pas diminué, en tout cas, n'était pas différente de la période précédente, et donc finalement, l'outil simplifié n'a pas altéré la qualité de ce qui était déclaré. Donc l'outil, il augmente le nombre de déclarations, pas d'altération de la qualité, et il est probablement très complémentaire des déclarations hospitalières. Je le dis comme ça puisque quand on tente d'interpréter finalement le fait que les cas déclarés dans la deuxième période étaient moins sévères, probablement qu'il y a eu un dispatch un peu différent et que, puisque nous sommes en soins primaires, que vous connaissez tous ces concepts épidémiologiques, que on est sur des approches très précoces des maladies, avec des signes pas toujours présents, etc., eh bien peut-être que les déclarations, enfin en tout cas la sévérité n'était pas visible d'emblée et peut-être que les déclarations étaient faites plus tôt par rapport à avant. Puis par ailleurs, pourquoi il y a peu de déclarations? Il y a des concepts bien connus, notamment c'est Inman qui avait décrit ça, qu'il y avait une complaisance vis-à-vis du système de pharmacovigilance avec la conviction que les effets indésirables graves sont déjà bien connus et bien documentés au moment où les médicaments sont autorisés à être mis sur le marché. L'insécurité comme la conviction qu'il est presque impossible de déterminer si un médicament est bien responsable des effets indésirables qu'on constate, et donc la question en pharmacovigilance se pose un peu autrement. On ne demande pas aux déclarants de faire le lien entre une symptomatologie, un effet indésirable finalement, et le lien avec le médicament, mais d'en avoir juste une suspicion, mais certainement pas une vision de probabilité. Puis il y avait une indifférence vis-à-vis du système de surveillance post-AMM, donc de la pharmacovigilance, qui est quelque chose qui peut nous paraître, nous, en médecine générale, un peu lointain. Évidemment, le manque de temps, c'est vrai pour cette thématique particulière, mais c'est vrai pour tout un tas de choses qu'on peut faire dans notre activité de médecin généraliste, et donc c'était bien l'utilité d'un outil simplifié, faisable en consultation avec les patients, et puis c'était un processus de simplification réellement de déclaration en pharmacovigilance. Dans le même temps, il y a eu un portail national qui a été mis en place par la NSM, et je vous le présente là à droite, qui est, il faut me faire confiance, particulièrement compliqué et difficile à utiliser. Et puis, si j'arrive aujourd'hui à vous présenter un outil qu'on a évalué en 2020 et que je vous présente que c'est des résultats en 2024, c'est qu'on a eu un peu de mal à publier ce travail, puisque plusieurs revues nous ont certes pris en reviewing, mais n'ont pas accepté au bout de publier. Ça ne rentrait pas trop dans la ligne éditoriale a priori, alors même qu'on a vu des reviewings plutôt favorables. Toujours est-il que ce travail il a été remarqué, alors certes aujourd'hui je vous en remercie, mais on a aussi été auditionné au Sénat sur le sujet de la surveillance des médicaments post-AMM, justement suite à la publication de ce travail. Voilà. Je vous remercie.